Du rosé. Du rosé, du rosé, du rosé, du rosé, du rosé, du rosé. À l'évidence, l'époque est pink. Pink, mais pas punk. Pourquoi pas punk? Simplement parce que le rosé est devenu une valeur classique dans le panorama viticole. Il a à ce point gagné le verre des Français qu'il est devenu la deuxième couleur consommée derrière le vin rouge et donc en passant devant le vin blanc. Les Bordelais s'y sont mis, les grandes maisons de champagne s'y sont converties. Pour autant, on connaît l'épicentre de ce tsunami du rosé. C'est ici en Provence, sous le soleil, exactement. Sauf que la Provence viticole est faite de 1000 nuances qui invitent à penser que peut-être il n'y a pas que le rosé dans la vie et que peut-être trop de rosé tue le rosé. Alors pour examiner ce dossier rose, deux libres buveurs, Laurent Bonfiglio, vous êtes caviste, ici à Marseille, plus belle la vigne. Ouais. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas entièrement prisonnier de la chose rosée, puisque sur 400 références, vous n'avez que 4 rosés. Donc vous allez nous dire un petit peu quel sens vous trouvez à défendre les couleurs de la Provence et quelle place vous donnez au rosé dans votre gamme. Et puis Philippe Pouchin, vous êtes un peu notre expert, vous avez très longtemps vinifié du vin rosé à Châteaubas, en Coteaux d'Aix, et aujourd'hui vous initiez une nouvelle carrière de consultant. Alors justement, puisque vous avez accompagné cette histoire du rosé, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le rosé a gagné ses galons? Il a très largement gagné ses galons, mais on ne sait pas trop dans quelle armée en fait, dans le monde du vin, étant donné que il est arrivé dans le monde du vin comme une espèce de disruption, comme une espèce de rupture, et depuis cette époque, il navigue dans cette espèce d'ambiguïté en ne sachant pas s'il appartient au monde du vin ou s'il n'appartient pas au monde du vin. À mon avis, il a largement gagné ses galons en termes de vin. Les vignerons ont fait énormément d'efforts, il y a eu énormément d'accumulation, de progrès techniques, ça c'est absolument indéniable. Le pendant de ces progrès techniques, c'est qu'il s'est également uniformisé et qu'on a exploré une voie, et à mon avis une seule, et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il existe largement d'autres voies, mais ça tient aussi à ce fameux choix ou non-choix, de savoir si on est dans le monde du vin ou si on n'est pas dans le monde du vin. La question se pose encore en ces termes-là. Le rosé n'est pas encore intégré comme étant un vin à part entière, au même titre que le rouge dont on parlait ou le blanc qu'on évoquait juste avant. Pour moi, c'est un vin largement à part entière, y compris les vins extrêmement techniques, ce sont des vins à part entière. Mais dans la communication institutionnelle, on va dire, cette ambiguïté, elle subsiste. On dit que c'est un produit iconique, on dit que c'est un produit qui a transgressé les codes du vin. Il a transgressé les codes du vin, mais est-ce encore du vin? La question pour moi, elle n'est pas réellement tranchée. Elle n'est pas réellement tranchée parce que le rosé a largement profité. Enfin, les océans de rosé qui sont aujourd'hui fournis en grande surface ou ailleurs. C'est un des best-sellers en tête de gondole pour la grande distribution. Donc cette ambiguïté, pour l'instant, elle lui est favorable. Je ne suis pas convaincu que ça dure tout le temps comme ça. Donc rente de situation, oui, mais. Et dans ce que vous dites, on entend aussi autre chose, et je me tourne vers vous, Laurent. On a entendu la dimension technique. Derrière cette tendance, on intègre aussi le fait que la couleur peut être un référent, une espèce de dictature du rosé pâle, quitte à ce que les vins, soient décolorés. Le caviste nature que vous êtes a peut-être du mal à intégrer cette espèce de carcan technologique autour de cette couleur unique. Oui, alors après, nous, comme je l'ai évoqué, on a 5-6, entre 4 et 10 rosés sur toute la sélection, sur 400 références à peu près. On les choisit avec soin. On avait parlé de Château-Sainte-Anne, par exemple, en Provence. Grand vin de Bandol. Grand vin de Bandol, qui fait aussi les Côtes de Provence, où effectivement, là, on boit aisément les pressurages directs en rosé. Alors peut-être simplement une petite parenthèse technique, qu'est-ce que c'est que pressurage direct ? C'est-à-dire que c'est des raisins qui sont amenés au pressoir directement et pressés directement. Voilà. D'accord. En théorie, il n'y a pas de macération, bien que, comme on le disait tout à l'heure… on va les réfléchir comme des vins blancs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut jouer sur les temps de pressurage et du coup, de ce fait, avoir un peu de couleur à l'arrivée. Mais cette couleur, elle n'est pas souhaitée, on l'a vu, par le marché. Donc si je devais dire quelque chose, c'est que peut-être qu'on raisonne trop marché, c'est-à-dire on raisonne par rapport à une demande qui existe ou que l'on crée et que l'on modèle,
plutôt que de se dire, voilà, on va faire notre idée du rosé, qui serait peut-être un chemin du blanc vers le rouge. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait explorer et voir au fur et à mesure le public adhérer ou pas à cette offre, en fait. Voilà. Je vous vole cette réflexion-là. Philippe Pouchin, vous avez fait des vins. Le vin n'existe que s'il trouve son public. Est-ce que justement le tort du rosé, ça n'a pas été d'avoir pensé d'abord cible et marché avant de penser peut-être vin de terroir ou des vins qui se suffisaient à eux-mêmes? Il y a deux façons de répondre à cette question. Il y a la façon, effectivement, faire une étude de marché, essayer de trouver sa cible et faire les vins en conséquence. Mais c'est un petit peu... Enfin, l'AOC ne fonctionne pas comme ça. L'AOC, c'est l'exploration du génie du lieu. Et le génie du lieu se fout pas mal de savoir s'il y a un marché en face. Donc l'autre attitude serait de fabriquer les vins et d'essayer de voir de quelle manière ils trouvent leur marché. Il y a une attitude, on va dire, anglo-saxonne pour être très caricaturale et une attitude latine pour être encore une fois très caricaturale. Donc pour dire les choses clairement, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, c'est nous, c'est l'ancien monde. On produit un vin avec une forme de vérité, celle du lieu. Et puis les anglo-saxons vont plutôt tordre la chose à l'inverse. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'AOC s'il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'AOC. Les grandes AOC se sont développées au bord des fleuves à partir du moment où il y avait des bateaux pour pouvoir les transporter et trouver un marché. Ce n'est pas une histoire neuve puisque c'est Olivier de Serres, le théâtre d'agriculture, 1600. Ne faites pas de vin si vous n'avez pas les moyens de les vendre. Exactement. Donc il n'y a pas de discours là-dessus. Mais je veux dire, le style de vin qu'on a devant nous, le marché est incapable de les inventer. Il faut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui les invente, qui les propose et qui trouve son marché. Voilà, il y a les deux. Enfin, il n'y a pas incompatibilité des deux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les rosés de distribution de masse tels qu'on les connaît aujourd'hui et des rosés plus intimistes qui vont eux se rapprocher du terroir et qui peuvent constituer complètement un autre marché. Et qui redisent la légitimité de ce qu'est le rosé. D'ailleurs, on a ici cette somme, le rosé, donc plusieurs kilos, on peut le dire. Il y a quand même eu du sens à dire, à écrire, à décrypter ce qu'était le rosé. Donc, on a quand même un capital, on a quand même une maturité du marché du rosé, ce qu'est ce vin-là. Donc ça, votre décryptage est limpide, mais si on se remet avec notre casque de consommateur, vous qui êtes caviste, Laurent, comment est-ce que ça se passe lorsque les gens viennent à votre rencontre? Est-ce que le rosé peut avoir une valeur de remplacement? C'est-à-dire, je viens chercher chez vous un vin blanc, je repars avec un vin rosé, je viens chercher chez vous un vin rouge, je repars avec un vin rosé. C'est un scénario qui peut se vérifier? Oui, est-ce qu'il y a une appétence? On vient, de toute façon, on a pas mal de gens qui viennent à la cave pour le dîner, vous voyez, pour le dîner du soir ou pour le déjeuner du lendemain. Une forme d'improvisation? Oui, souvent. En fait, ils ont un plat en tête où ils sont invités, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Donc, en général, on part sur des vins un peu tout-terrain, c'est-à-dire des rouges qui peuvent se boire frais, style des gamay par exemple. C'est pas du Beaujolais ou certains Touraine? Oui, voilà, mais pour simplement être tout-terrain entre du poisson, de la viande, voilà. Et au moins, on ne tapera pas de manière très précise, mais on ne sera pas complètement à côté. Pour leur dimension universelle. Exactement. Après, sur le rosé, oui, même si on m'en demande pas, en fait, ça m'arrive d'en proposer. Par exemple, sur du poisson cru, on va aller récupérer des rosés avec de la minéralité, avec un côté iodé, ça se trouve. Ce que de mon côté je conteste un peu dans ces rosés de distribution et de grande distribution, c'est la manière dont ils sont élaborés, tout simplement. Alors, on n'est pas en levure indigène, enfin je ne veux pas rentrer trop dans la technique parce qu'on n'a pas le temps. Et puis il y a un très grand technicien à côté de moi. Mais enfin, ce qui vous chagrine, c'est tous ces vins qui sont contraints, qui sont trop guidés techniquement. Levurés, en fait, aromatisés, etc., etc. Donc c'est ça que moi qui me choque. C'est pas Philippe, tellement... ça ne peut que vous faire plaisir, parce que là on a quelqu'un qui plaide pour les rosés de terroir. On peut même imaginer des rosés qui seraient passés en barrique, par exemple. Oui, avec des parcours techniques, vous voyez, plus ambitieux. Très largement, mais il y a pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux voies. Il y en a une qui est extrêmement explorée, l'autre pas du tout. Quand vous parliez des rouges, des gamay légers, moi je dis que quand on arrive à faire vieillir des rosés, qu'ils arrivent à tenir sur leurs 3 pieds et qui sont par exemple, aller jusqu'à 2004. Aller jusqu'à 2004 et avoir encore du vin, moi je dis que ce style de rosé va explorer, pour moi c'est le chaînon manquant entre les blancs très puissants et des rouges très légers. Il y a une espèce de place là, de place à prendre que le rosé n'a pas encore pris, sur laquelle les rosés très techniques ne peuvent pas, très tiolés, ne peuvent pas prendre cette place-là. Alors juste très tiolés, les tioles,
L'étiole, des composés aromatiques, très aromatiques. Spectaculaires, très spectaculaires, mais très fugaces. Extrêmement. Donc, sur la surface. Fin septembre, les vins vont décliner en termes aromatiques. Ils vont décliner, voire, voilà, il n'y en a plus. Donc mais à la limite, pourquoi pas? Je veux dire, on ne reproche pas à une rose d'être fanée au bout de 48 heures. Ça ne vous empêche pas d'offrir des roses. Donc moi, je me fais extrêmement plaisir avec des rosés extrêmement fruités, les vins de l'instant, pour des moments. D'ailleurs, c'est le terroir, ce rosé-là à explorer, le terroir de l'instant, le terroir de la lumière de la Provence. Et pourquoi pas? Par contre, il existe un autre territoire dans lequel on peut lâcher prise à la technique, mais ça, les techniciens n'aiment pas trop, et laisser effectivement les raisins s'exprimer, et s'exprimer tout seuls, tout en conservant la colonne vertébrale de la construction d'un rosé. Ce style de rosé, c'est vinifié, c'est vendangé à la main, c'est débourbé mais au froid, ça fermente en levure. Débourbé, c'est pour le déshabiller de certains éléments. Voilà, c'est la phase de décantation qui dure 24 heures, sans aucun produit, et puis après on laisse les levures agir, et par contre c'est du lâcher prise. Et le lâcher prise, pour un technicien, c'est relativement c'est dur à entendre. Compliqué. C'est compliqué. C'est l'inverse de la maîtrise. Mais pourtant, on peut très bien lâcher prise et laisser les vins aller là où ils ont envie d'aller. Par contre, c'est éminemment plus technique, paradoxalement. Alors, ce qu'on entend entre le champ technique, la perception, l'ambition, il y a quand même des parts des pages de l'histoire du rosé à écrire. C'est un univers qui est encore en gestation. On entend bien que le rosé a vampirisé une grande partie du panorama viticole provençal. Mais un type de rosé. Un type de rosé. Et Laurent, si on veut faire un pas de côté, si on veut s'intéresser à cette Provence qui est un petit peu délaissée. Alors, Philippe sait répondre, il a produit des grands rouges, on les a goûtés, des grands blancs, etc. Mais vous qui êtes en relation directe avec les clients, c'est certainement un discours qui peut s'entendre. Et qu'est-ce que vous avez, vous, en réserve pour amener vers des vins de Provence d'une expression différente? Blanc, rouge, sans aucun problème. Si on prend Château Sainte-Anne, par exemple, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est un des plus grands blancs de Provence, je trouve. Alors, c'est dû à plein de choses. Déjà, ça travaille très très bien chez Sainte-Anne depuis les années 60. C'était le marquis du Teil de la Rochère. Après, là, il y a une transmission, c'est Jean-Baptiste qui s'occupe de ça. Et donc, on a des blancs simples dans leur composition, unique lérette, si je ne dis pas de bêtises, un 50-50, pressurage direct, on en revient. Et puis, je crois que c'est de la cuve derrière. Mais ce qui s'exprime chez Sainte-Anne... Vous voulez dire par c'est de la cuve derrière, ça ne passe pas en barrique? Ça ne passe pas en fût a priori, à vérifier quand même, mais je ne crois pas. Et surtout, ce qui est remarquable là, c'est le lieu en fait, c'est-à-dire Sainte-Anne-des-Venos, la situation des vignes, les amplitudes thermiques très fortes entre le jour et la nuit qui amènent une fraîcheur incroyable. Ça donne des blancs bons un peu à tout moment et qui partent sur des notes mielées en général en prenant un peu d'âge. Donc c'est des blancs, je dirais minimum gastronomiques en fait. Très bien. Ils font des très bons rouges aussi. Donc on est à des années-lumière du rosé de piscine, du blanc de piscine avec des glaçons, etc. Ça on l'entend très bien. Ils produisent accessoirement des rosés de grande garde. Philippe Pougin, je pense que vous avez du répondant sur ce terrain-là. Vous êtes venu armé, équipé, avec ce vin. Donc on l'a dit tout à l'heure, 2004. 2004. Donc c'est un vin qui aujourd'hui a 14 ans. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Quel est le parcours technique? Et on va le goûter pour voir un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Le parcours technique, il partait simplement du constat de l'empilement de techniques, justement. Il y a eu un moment où je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'empiler la technique et quand on enlève de la technique? Qu'est-ce qu'on peut enlever de toute cette pile de techniques moi, je vinifie du rosé depuis 40 ans, ça ne me rajeunit pas. Et on a vu au fil du temps les techniques s'empiler comme une espèce de millefeuille. Mais tellement doucement qu'en fait, on s'en rend plus compte. Et à un moment donné, on peut se poser la question de se dire, voilà, ce millefeuille, on en prend conscience. Qu'est-ce qu'on enlève? Et jusqu'où on peut enlever des choses. C'est-à-dire qu'on peut enlever des levures exogènes, des cols, des bentonites, enfin voilà, de tout ce qui fait le rosé classique. Et donc c'est une espèce d'exercice imposé, une espèce d'exercice de style. Et on peut enlever pratiquement tout parce que dans ce style de rosé, il y a plus d'intrants.
Mais il n'y a plus d'intrant du tout. Le seul intrant, Alors, par intrant, c'est pardon. intrant, c'est un produit qu'on va rajouter pour aider à la fermentation, pour aider à la stabilisation, additifs, L'extraction œnologique. qui peuvent être extrêmement naturels. Hein. La bentonite est un intrant, c'est de l'argile, c'est extrêmement. Enfin, voilà, il n'y a rien de problématique là-dedans. Mais quand même, on en rajoute. On peut très bien à un moment dire, voilà, qu'est-ce que je dois garder de l'architecture de la colonne vertébrale du rosé. Et c'est comme ça qu'on élabore ce style de rosé, c'est-à-dire qu'on enlève tout. Donc vinification manuelle, débourbage, donc j'ai dit décantation, on met ça en barrique, on laisse les levures démarrer toutes seules, fermenter toutes seules, on les laisse la fin de fermentation déposer toutes seules, on élève sur lie grossière, on ne soutire pas. Et on soutire juste une fois, juste avant la mise en bouteille, un tout petit peu de SO2, voilà, mais très très peu. SO2, le soufre. Dioxyde. Voilà, mais il y en a très très peu. Et puis voilà, et puis il y a une espèce de, voilà, moi je dis lâcher prise parce que c'est le terme avec lequel je me sens le mieux. Par contre, dans l'hiver. Donc aucune béquille œnologique au final, et un vin qui va sans problème se garder, on est quasiment une quinzaine d'années. Voilà. Très Et bien. vous pouvez goûter, il est encore debout, il a encore des choses à dire, et pourtant il vient de voyager, il n'est pas frais, et c'est encore du vin. C'est encore du vin qui a une expression. Et on empruntera à Laurent le terme de vin de gastronomie. Donc on l'aura compris, il y a certainement un sens à revisiter la chose rosée en Provence, autant qu'il y a de sens à faire un pas de côté et à s'intéresser à cette Provence plurielle qui est faite de 1000 nuances. À la vôtre.